rarement connu une échéance électorale avec aussi peu de suspense, comme si la droite n'avait pas le choix. C'est Laurent Wauquiez ou rien. D'ailleurs, il enchaîne les unes de presse. Ce matin encore, celle du Parisien, barrée du fameux titre « Lui, président ». Il faut dire que les poids lourds, les autres poids lourds ont disparu, se sont cachés. Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue. Si vous aviez été candidate à cette élection, la compétition aurait sans doute eu une autre allure. Mais vous avez préféré passer votre tour. Vous nous direz pourquoi. Et puis au fait, au passage, qui soutenez-vous ? Laurent Wauquiez, Maëlle de Calan, Florence Portelli. Vous nous répondrez. On parlera aussi avec vous d'un sujet de fond, celui des prières de rue, contre lesquelles vous avez manifesté vendredi à Clichy, dans les Hauts-de-Seine. La place de l'islam en France, sujet éminemment important et pourtant relativement absent du discours du pouvoir en place. Vous proposez la mise en place d'un concordat, vous nous en direz plus. Et puis les grandes réformes à venir, assurance chômage, apprentissage, vous avez des choses à dire sur ces sujets. Pour vous interroger, eh bien, comme chaque dimanche, j'ai réuni les meilleurs. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Et pour la chaîne CNews, Laurence Ferrari. Bonjour Laurence. Bonjour David. La première question vous revient. Et bonjour Madame Pécresse. Bonjour. Vous étiez vendredi à Clichy-sous-Bois avec des élus locaux pour dénoncer les prières de rue qui s'y déroulent chaque vendredi, comme dans d'autres villes d'ailleurs. Est-ce qu'il faut les interdire sur tout le territoire national ? Et au nom de quoi faut-il une nouvelle loi qui interdise toutes les manifestations religieuses sur la voie publique ? Vous savez, moi j'ai pris une décision, c'est d'être toujours là quand j'ai le sentiment que la République recule. Quand j'ai le sentiment que l'État montre son impuissance parce que c'est insupportable. Nos concitoyens, ils ont besoin d'ordre, ils ont besoin que l'espace public, la rue, soit paisible et ils ont besoin qu'il n'y ait pas de trouble à l'ordre public dans cette rue. C'est ce qui m'a conduit à venir soutenir le maire de Clichy, Lagarenne, face à des prières de rue qui se déroulent depuis 8 mois et qui ne sont rien d'autre qu'un rapport de force qu'une association musulmane essaye d'établir vis-à-vis de la mairie. Il faut savoir qu'à Clichy, il y a 2 mosquées, qu'il y a eu des propositions faites par le maire d'une salle de prière. Donc en réalité, il s'agit purement et simplement d'un rapport de force. Donc, il faut les interdire. Pour la mairie. Moi, ce que je souhaite, c'est que l'État prenne ses responsabilités. L'État est responsable de l'exercice des cultes. On ne doit pas avoir à exercer son culte dans la rue. Ces situations doivent être résolues, mais si on se met à établir un rapport de force avec l'État, on doit perdre ce rapport de force. Et on doit être verbalisé, parce que sinon, ça conduit à des situations qui peuvent mener au communautarisme, parce que là, derrière, il y a de la pression, de la provocation communautariste. Ça peut aussi mener, je me souviens, place de la Chapelle, ça peut mener aussi à ce que les femmes ne puissent plus sortir de chez elles. Place de la Chapelle. Voilà. Donc là, la question, c'est l'État. Est-ce que la loi doit interdire toutes les processions religieuses dans la rue ? Non, pas du tout. C'est pas mon objectif. Moi, je suis pour une laïcité qui respecte les identités religieuses de chacun. Je suis pour une laïcité apaisée. Je suis pour une laïcité qui ne nie pas le droit de croire ou de ne pas croire. Mais néanmoins, sur le territoire de la République, je le dis, on ne prie pas dans la rue quotidiennement. On a des lieux de culte et c'est à l'État d'organiser le culte en France. Mais mettons Nicolas les Barré. points sur les i, Valérie Pécresse. Et surtout, on ne défie pas les maires, on ne défie pas l'État, on ne défie pas la République. Justement, allez-y Nicolas Barré. C'est la provocation. Pour vous, ce qui se passe à Clichy, c'est manipulé par des groupes islamistes radicaux. C'est ça que vous dites ? Ce que je dis, c'est qu'il y a à Clichy des mosquées, il y a des propositions de salles de prière. Ce qui se passe à Clichy, c'est un bras de fer entre ceux qui ont l'autorité, en l'occurrence le maire, et une association. Je n'accepte pas les rapports de force. Dans les rapports de force, c'est la République qui doit gagner, c'est l'État qui doit prévaloir. Il existe, Valérie Pécresse, un observatoire de la laïcité, présidé par Jean-Louis Bianco. Première question, est-ce que vous l'avez saisi ? Et deuxième question, est-ce qu'il sert à quelque chose, cet observatoire de la laïcité ? Pour tout vous dire, mes rapports avec l'Observatoire de la laïcité sont un peu tendus. Parce que quand je suis arrivée à la tête de la région Île-de-France, je me suis rendu compte qu'il y avait des dérives dans un certain nombre d'associations, et notamment dans un certain nombre d'associations sportives, et je parle sous le contrôle de mon vice-président au sport, Patrick Caram, qui a mené un travail absolument remarquable. On a fait ce qu'on appelait la charte de la laïcité. Cette charte de la laïcité, on l'a fait désormais signer par toutes les associations qui sont subventionnées
par le Conseil régional, c'est une condition sine qua non. Pourquoi ? Parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait de l'infiltration de radicalisés dans certaines associations, qu'il y avait la fermeture de sections féminines dans des clubs sportifs, qu'il y avait des salles de prière clandestines, etc. Donc aujourd'hui, on est obligé de signer cette charte. Oui, Alors, vous mais dites, j'y viens. oui, mais vous dites en fait, l'État ne fait pas le travail, on le fait nous-mêmes. C'est ça finalement Non. la philosophie de votre propos. Ce que j'ai dit, c'est que dans ma région, on sera exemplaire. On sera exemplaire dans le respect des valeurs de la République et de l'égalité femmes-hommes, qui est pour moi un fil rouge. Et qu'est-ce qui s'est passé avec l'Observatoire de la laïcité ? Eh bien, M. Bianco m'a envoyé une lettre pour m'expliquer que ma charte de la laïcité était liberticide. Sans autre motif, parce que, je le cite, nous mettions trop l'accent sur les interdits et pas assez sur ce qui est permis. Mais moi, ce qui est permis est permis. La France est un pays libre, je n'ai pas besoin de rappeler ce qui est permis, j'ai besoin de rappeler ce qui est interdit, j'ai besoin de tracer des lignes rouges, ne serait-ce que pour aider les bénévoles associatifs, pour qu'ils sachent quand est-ce qu'il faut lancer des alertes. Donc quand M. Bianco est laxiste finalement dans sa vision de la laïcité française. Ce qui est intéressant, c'est que le préfet a validé ma charte de la laïcité, elle s'applique aujourd'hui, donc elle est conforme à l'état de droit. Et l'Observatoire de la laïcité l'a jugée liberticide. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on... C'est très compliqué pour les dirigeants d'associations, pour les dirigeants de clubs sportifs. C'est très compliqué de faire appliquer une laïcité, qui est une laïcité, j'allais dire, ferme. Un dernier mot sur ça et après on pas passera... laxiste, qui ne baisse pas la tête, et en même temps pas non plus laïcarde, qui empêche, par exemple, je ne sais pas, un joueur de foot de se signer ou de faire une petite prière avant le match parce que par superstition, parce qu'il y croit. Bon, il faut absolument pouvoir avoir cette laïcité très ferme. Alors, Valérie on avance. Et le Haut Conseil à l'intégration, de ce point de vue, n'est pas toujours de bon conseil. Vous proposez-vous la construction d'un concordat avec l'islam. Qu'est-ce que ça veut dire ? On salarie les imams, on finance la construction des mosquées, on revient sur la loi de 1905. Ça veut dire quoi concrètement ? Je crois qu'on est un certain nombre, d'ailleurs à droite comme à gauche, à demander ce concordat. J'ai entendu un vrai républicain, Bernard Cazeneuve, tenir le même discours que moi. Oui, il y avait réfléchi lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre. Je crois que c'est indispensable. C'est quoi un concordat pour un islam républicain ? C'est en réalité, là encore, travailler avec l'ensemble des responsables de l'islam de France. Alors c'est compliqué parce que c'est effectivement une nébuleuse, mais à ce que la loi de la République prévale toujours sur la loi religieuse. Et à ce que l'islam s'intègre mieux dans la vie de la République. Alors j'ai des exemples, mais la question des prêches en français doit être posée. La question de la formation des imams. Il se trouve que quand j'étais ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai mis en place un certain nombre de formations d'imams à la laïcité, aux règles de la République française. Le problème, c'est que les universités ont refusé pour la plupart de la mettre en place. On n'a pu le faire qu'avec l'Université de Strasbourg, parce que le concordat alsacien, et avec l'Institut catholique de Paris. Et donc ça veut dire quoi ? Soyons précis, Valérie Pécresse. Est-ce que ça veut dire qu'on salarie les imams, par exemple, dans le cadre de ce concordat que vous appelez de vos voeux ? Il faut qu'on en discute. Je ne pense pas qu'il faille aller jusqu'au salariat des imams, mais je pense que le prêche en français, qui permet de vérifier quand même ce qui se dit, je pense que la formation aux lois de la République est indispensable. Je vais vous donner un exemple. On est venu me rapporter, et c'est des membres de la communauté musulmane qui sont venus me le rapporter, des imams musulmans, que dans certaines mosquées, on ne vérifiait pas ce qui est une loi de la République, c'est-à-dire que avant de marier religieusement, il y a eu un mariage civil. Bon, or c'est ce qu'on demande. Si vous allez dans une église, si vous allez dans une synagogue, on vous demandera d'abord si vous êtes marié civilement. Parce que la loi de la République, c'est ça. Un mariage religieux doit être précédé par un mariage civil. On ne peut pas avoir un mariage religieux valide s'il n'y a pas de mariage civil. Mais sur cet exemple, quel besoin d'un concordat ? C'est la loi. Si elle n'est pas appliquée, alors il faut sanctionner. Oui, mais il faut absolument qu'on récapitule toutes les situations dans lesquelles la loi de la République doit s'appliquer et dans lesquelles, aujourd'hui, on est dans une zone grise. Je vous donnerai un autre exemple. Et ensuite, on passera à autre chose. Oui, Allez-y, Valérie Pécresse. Vous savez que j'ai un combat, je vous l'ai dit, sur l'égalité femmes-hommes, qui est aujourd'hui plus que jamais nécessaire, et on le voit, y compris dans mon propre conseil régional, j'ai des élus qui sont agressés. Donc, C'est-à-dire, que voulez-vous dire ? J'ai Annie Lamère qui a été agressée par Denis Baupin. J'ai une élue du Front National qui dit avoir été agressée par un de ses collègues. Enfin, j'ai un autre conseiller régional qui est sous le coup d'une enquête pour des pratiques de harcèlement sexuel. Donc vous voyez que la question de l'égalité femmes-hommes, elle se pose, y compris au sein du monde politique. On va y venir très précisément plus tard dans l'émission. Sur cette question de l'égalité femmes-hommes, moi, mon combat depuis des années est un combat contre la burqa.
le voile intégral. Le voile intégral, pour moi, c'est une question de dignité de la femme. Il est interdit sur le sol de la République. Eh bien, je constate qu'on peut aujourd'hui, sur le sol français, vendre des burqas. Alors, est-ce qu'il y a une logique ? Est-ce qu'il y a une logique à ce que la burqa soit interdite et que dans certains magasins d'objets religieux... Elles sont en vente libre. Elles sont en vente libre. Alors on va me dire, ah oui, mais c'est pour la sphère privée, ah oui, mais c'est pour porter chez soi, ah mais dans les lieux de culte, parfois c'est toléré. Eh ben non, je pense qu'il est temps aujourd'hui de se mettre autour de la table. Et je donne un dernier exemple. Vous savez, dans les synagogues, il y a une prière pour la République qui est dite dans les grands moments. Eh bien, ce serait bien qu'une telle prière soit dite dans les mosquées. Et d'ailleurs, le Conseil du culte français du culte musulman avait rédigé une telle prière au moment des attentats tragiques du Bataclan. Donc ça prouve qu'on peut le faire, on peut y arriver. Et j'en parle très souvent avec les membres du Conseil, justement. On vous a entendu. Français du culte musulman. On vous a entendu sur ce sujet éminemment important et on a pris le temps de le traiter correctement. On avance, on passe à toute autre chose. Mais il ne faut pas que l'État recule, il ne faut pas que la République baisse la tête. Nicolas Barré, allez-y. Nicolas Sarkozy, vendredi à Nancy, disait ceci, je le cite, « Celui qui ne rassemble pas, qui pense qu'une famille politique c'est une secte, ne peut pas défendre ses convictions ». Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce qu'il visait Laurent Wauquiez, à votre avis ? Je partage totalement ce constat. Je pars du principe qu'une droite qui se rétrécit perdra la bataille de la crédibilité, perdra aussi les élections, et qu'une droite qui s'élargit, rassemble et peut prétendre à gouverner le pays. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons créé... Laurent Wauquiez en disant ça, Nicolas Sarkozy ? Écoutez, je pense qu'il s'inquiète, et à juste titre, du risque de rétrécissement de la droite si toutes les sensibilités qui la composent ne sont pas respectées. Et là, je mets en garde. Je pense que notre droite, elle a toujours été composite. Elle a toujours rassemblé à la fois des éléments conservateurs, mais aussi des éléments gaullistes sociaux, des éléments libéraux, des éléments centristes de droite, assumés, chrétiens-démocrates. Et il faut que cette diversité, on réussisse à la faire vivre. Et c'est pour ça que j'ai créé Libre avec 500 élus aujourd'hui qui m'ont rejoint et un certain nombre de personnalités de la société civile. C'est pour que toutes les sensibilités de la droite puissent vivre. Et le moment crucial, ça a été le deuxième tour de la présidentielle. Au deuxième tour de la présidentielle, il y a eu clairement deux lignes qui se sont exprimées. Ceux qui, dans le duel Marine Le Pen-Macron, ont choisi Macron, et ceux qui n'ont pas choisi. Et je crois que ça a été le point de départ de la volonté de faire vivre quelque chose au sein de la droite. Valérie Pécresse, vous savez ce que vous dit Laurent Wauquiez ? Soit on est candidat, soit on se tait. Vous comptez vous taire, Valérie Pécresse, puisque vous ne vous êtes pas présentée ? Vous voyez, ça fait rire tous mes amis qui sont là. Ce sont vos amis, justement. Oui, mais parce qu'ils me connaissent, donc ils savent que celui qui me fratère n'est pas encore né. Mais au-delà de ça, je pense que ce type de déclaration, c'est un autoritarisme un peu puéril. Une famille politique, c'est pas une dictature. Et une famille politique, par définition, c'est d'ailleurs la richesse de la démocratie, c'est un lieu où on peut s'exprimer librement. Et je crois, moi, profondément, que la droite doit gagner la bataille de la crédibilité face à Emmanuel Macron et pas la bataille des décibels. Et gagner la bataille de la crédibilité, ça va nous demander de travailler énormément à refonder le logiciel de la droite. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas présenté alors ? Parce que j'ai pris un engagement vis-à-vis de mes électeurs à la région Île-de-France. Je leur ai dit que je serais 100% région. Ce n'était pas mon calendrier, ce n'était pas mon agenda. Et par ailleurs, moi ce que je veux, c'est porter une ligne politique. Porter une ligne politique, ça veut dire, prendre les valeurs de la droite, telles qu'elles sont, la liberté, la responsabilité individuelle, l'amour de la France, la nation, prendre ces valeurs et les transformer dans un projet politique. Mais ce projet politique, malheureusement, après Macron, ce ne sera plus le même. Vous avez bien compris que Emmanuel Macron a repris, dans le domaine économique, un certain nombre de nos propositions. Donc ça veut dire qu'il faut inventer un autre programme économique qui ira plus loin, qui sera plus réformateur et qui tiendra compte de l'aspiration de la société à beaucoup plus de liberté. Moi, c'est une des failles d'Emmanuel Macron. Je pense que sur le domaine économique, il a pas compris qu'il y avait un lâcher-prise de l'État qui était très important, que les collectivités locales avaient besoin de liberté, que les acteurs économiques avaient besoin de liberté, que les citoyens voulaient s'engager. Il est trop technocratique et centralisateur. Et sur le sujet du régalien, permettez-moi de vous dire qu'Emmanuel Macron, il est très caractéristique d'une certaine gauche libérale, blériste. Il est un peu angélique. Nous viendrons à la politique du gouvernement plus tard, mais avant de passer à autre chose... On se détermine quand même par rapport à la politique du gouvernement. Je vous écoute ce matin,
Vous êtes la première opposante à Laurent Wauquiez. Vous expliquez qu'il a commis un crime totalement indépassable entre les deux tours de la présidentielle, qu'il est dans une bataille de décibels et laissant le fond de côté. Le mot C'est ce que crime vous- indépassable, c'est vous qui le dites. C'est ce J'ai que pas vous dit dites. Vous ça. dites qu'il y a une rupture absolue qui a été constatée à ce moment-là. Et que donc, c'est une fracture irrésorbable. J'ai pas dit une rupture, j'ai dit il y a eu deux lignes qui se sont montrées. Ouais. Ces deux lignes où on les rassemble dans une même famille et on arrive à les faire cohabiter. Et ça veut dire qu'on se respecte mutuellement et qu'on s'écoute mutuellement et qu'on accepte de travailler sur ce que va être la ligne commune de cette peine. diversité On de la peine droite. tout de même à comprendre pourquoi vous n'avez pas été candidate face à lui. Du coup, la question qu'on est parce que- contraint de vous poser ce matin, c'est est-ce que vous soutenez l'un des deux autres candidats ou même pas? Je vais voter à cette élection parce que je suis profondément membre de cette famille des Républicains et vraiment, laissez-moi clarifier les choses. Allez-y. Si j'ai créé Soyons libres, c'est justement pour pas qu'on se divise. C'est justement pour que tout le monde reste dans les Républicains. C'est justement pour éviter l'hémorragie de tous ceux qui déjà, parmi nos électeurs, ont voté Emmanuel Macron aux législatives, pas seulement à la présidentielle, aux législatives, que de tous ceux qui sont déçus par nous. J'ai voulu rester parce que je crois qu'il peut y avoir une droite à la fois ferme et humaine et qu'on peut réconcilier Alors, qui la porte toutes les droites. Qui la porte des trois candidats? Pour l'instant. Bah, écoutez, le sujet, c'est que cette élection, pour moi, elle est prématurée. Elle est prématurée parce qu'elle ne peut pas se faire sur une ligne politique. Alors c'est vrai qu'il y a trois candidats, je voterai, je ne soutiendrai aucun des candidats. Et d'ailleurs, dans ceux qui participent à Libre, tout le monde, enfin certains soutiennent la candidature de Laurent Wauquiez à la présidence du parti parce qu'ils considèrent qu'il est le plus crédible pour exercer cette présidence. On a compris que la bataille sera menée après le C'est 10 une bataille décembre. d'idées. C'est Non mais cette bataille d'idées que vous comprenez-le, mènerez. c'est pas Nous- une bataille de personnes, Oui. c'est une Enfin, quand bataille sur les idées. Nous y Et c'est pour reviendrons. ça qu'on va lancer des cahiers iconoclastes de la droite. C'est pour ça que j'appelle tous les membres de la société civile à nous rejoindre pour venir travailler sur des sujets aussi tabous que l'émigration, que les déserts médicaux. On marque Valérie Pécresse une que l'égalité première pause, femmes-hommes. mais on se retrouve tout de suite, rassurez-vous, dans moins de 2 minutes. À tout de suite. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, est notre invitée ce matin pour continuer cette interview. Nicolas Barré. Alors Valérie Pécresse, le gouvernement veut réformer l'apprentissage qui est beaucoup moins utilisé chez nous que dans beaucoup d'autres pays autour de nous. Il veut donner cette responsabilité aux branches professionnelles. Apparemment, les régions sont vent debout, elles ne veulent pas perdre cette compétence. Pourtant, est-ce que ça ne serait pas plus efficace dès lors qu'on constate que le système marche mal ? D'abord, dire que moi, je soutiens totalement la direction dans laquelle le gouvernement veut aller. Je pense que l'apprentissage est une voie d'excellence, c'est une voie de réussite et d'insertion professionnelle pour les jeunes. On connaît les statistiques, 70% des jeunes qui sortent de l'apprentissage trouvent un travail. Le problème, c'est que la direction est la bonne, mais les solutions que le gouvernement propose, c'est clairement une fausse route. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, le vrai problème, pourquoi on a si peu d'apprentis ? Pour deux raisons. D'abord, parce que les entreprises ne prennent pas assez de jeunes en apprentissage. Moi, en Île-de-France, simplement en Île-de-France, j'ai 6000 jeunes qui cherchent un contrat d'apprentissage et qui ne peuvent pas rentrer dans une formation en apprentissage parce qu'il n'y a pas d'entreprise derrière. Donc, dire aux branches, vous allez vous en occuper, qu'elles s'en occupent déjà et qu'elles trouvent des Justement, elles seront contrats. davantage Ça, c'est la première responsabilisées. chose. Attendez, oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on sait bien le problème en France, mais personne ne veut en parler, c'est qu'on a un système éducation nationale qui s'appelle le lycée professionnel. Pour vous donner un exemple, en Île-de-France, avant le bac, parce que c'est les niveaux qui sont les plus importants, c'est les niveaux dans lesquels on a des jeunes les moins qualifiés qui ont le plus de mal à trouver un emploi. Avant le bac, en Île-de-France, j'ai 20 000 apprentis, 120 000 lycéens professionnels qui ont les mêmes qualifications à la fin, un bac professionnel. Donc le sujet aujourd'hui, il est simple, c'est il faut rapprocher et casser les murs entre l'éducation nationale et le monde de l'entreprise. C'est ça la révolution qu'il faut faire. C'est une révolution copernicienne qui d'ailleurs avait conduit François Fillon à l'époque à mettre dans son programme le transfert des lycées professionnels aux régions. Parce que du coup, si on était responsable à la fois des lycées professionnels et des CFA, on pourrait les mutualiser et puis mettre de l'apprentissage dans les lycées professionnels. Il y en a un petit peu de l'alternance dans les lycées professionnels, mais pas assez. Et le taux d'insertion des lycées professionnels est très bas.
c'est de l'ordre de 35-40%. Donc c'est casser les murs qu'il faut faire. Et si on dit les CFA on les donne aux branches et on laisse les lycées professionnels en partie aux régions, en partie à l'éducation nationale, ce qui est le cas aujourd'hui, eh bien qu'est-ce qu'il va faire? On va reconstruire un mur entre l'entreprise et l'éducation. Donc et ça ne marchera pas. L'échec de cette réforme. Mais la réforme, la bonne réforme, c'est celle qui conduit à faire, et on a déjà commencé à le faire en Ile-de-France, deux choses. D'abord, des contrats de performance. Des contrats de performance. Pourquoi les lycées professionnels ont des taux d'insertion si faibles? Pourquoi les CFA ont si peu de contrats d'entreprise? Voilà. Donc déjà des contrats de performance, mettre tout le monde sous tension, et puis rassembler. Nous, on a commencé à le faire. On a fait des campus des métiers du tourisme. Chez Jean-Jacques Barbeau, en Seine-et-Marne, on a fait un campus des métiers du tourisme à côté de Disneyland. On a mis des CFA, des lycées professionnels et une université. Et on fait du CAP au Bac+3 pour revaloriser les filières professionnelles. Parce que le sujet derrière, c'est aussi de promettre aux familles que si leurs enfants commencent avec un CAP, ils pourront à la fin, s'ils sont bons, s'ils sont talentueux, finir avec une licence professionnelle, aller à l'université. Parce que c'est ça la revalorisation des filières professionnelles. On avance, on passe à un autre thème. Valérie Pécresse, Laurence Ferrari vous interroge parce que demain, nous nous souviendrons du 13 novembre. Demain, effectivement, commémoration nationale des attentats du 13 novembre, 130 morts, des centaines de blessés. 2 ans après, un certain nombre de ces victimes, notamment de leurs associations qui le représentent, sont en colère. Il n'y a plus de secrétariat d'État aux victimes, donc moins de points politiques. La plupart n'iront pas aux commémorations demain. Elles se sentent délaissées par l'État. Que leur dites-vous aujourd'hui ? C'est très important de reconnaître la souffrance des victimes. Et c'est très important aussi, j'allais dire, de mettre ces victimes face notamment aux jeunes. Nous, on a à la région établi un partenariat qui est un partenariat qui est un peu novateur, où on invite les associations de victimes à parler devant des jeunes lycéens. Et on a commencé avec Latifa Ibn-Laden et Samuel Sandler, qui étaient les parents des victimes de Mohamed Merah. Mais sur cette douleur et cette colère de ne pas être vraiment considérés par l'État. Je crois que c'est très important d'entendre la nécessaire reconstruction des victimes passe par la reconnaissance du drame qu'elles ont vécu. Et je crois que c'est très important de les suivre sur la longue durée. C'était une erreur de supprimer le secrétariat d'État aux victimes ? En tout cas, il est nécessaire que dans l'appareil d'État, il y ait un interlocuteur qui soit en permanence à l'écoute. Parce que la reconstruction, elle prend énormément de temps. Et nous, on s'est rendu compte qu'il fallait nous investir aussi sur l'aide aux victimes. Parce que voilà, il faut briser, il faut aider les personnes à se reconstruire. Et la lutte contre le terrorisme, ça n'est pas seulement la prévention des actes terroristes, c'est aussi la réparation de ceux qui ont souffert du terrorisme. Alors justement, vous avez peut-être lu l'interview du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dans le JDD ce matin. Il donne des chiffres très intéressants. Il dit que 302 djihadistes français partis en Syrie sont revenus sur le territoire et il affirme que 134 seulement d'entre eux sont incarcérés. Il précise que les autres, je cite le ministre, sont suivis par les services. Est-ce que ces chiffres vous inspirent une forme d'inquiétude ? Tout à fait, mais pas que ces chiffres-là, puisqu'on compte en milliers les fichiers S radicalisés sur le sol de ma seule région. Donc ça veut dire que sur la France... C'est un peu plus de 10 000 sur le territoire français. Ça doit être 10 000, et sur l'Île-de-France, on dit 4 000. Donc ça veut dire qu'on est la première région frappée par cette menace. Donc moi, personnellement, mais je pense qu'un certain nombre de personnes à gauche aussi, et chez En Marche aussi, devraient s'en préoccuper. Je pense que quand on a été en intelligence avec l'ennemi, quand on a combattu dans les rangs de l'État islamique, on doit être incarcéré à son retour. Et on doit être jugé. Parce qu'aujourd'hui, c'est incompréhensible que ça reste sans sanction. Sur les fichiers S radicalisés, je pense là aussi, et je l'ai encore dit à Gérard Collomb, je l'avais dit à Bernard Cazeneuve avant, les fichiers S radicalisés, nous devons être informés de leur présence dans les services publics. Et on doit pouvoir les licencier. Ça n'est possible aujourd'hui que dans les forces de police. Ça n'est pas acceptable. Je vous donne un exemple, les transports. Je suis responsable aujourd'hui de la sécurité dans les transports. Si une personnalité fichée S radicalisée est repérée par les services antiterroristes dans une société de transport, elle doit être licenciée. On ne peut pas laisser conduire un métro ou un bus. En êtes-vous à tout le moins informé ? Non, nous ne sommes pas informés. Alors, il peut... En fait, aujourd'hui, on a la possibilité au moment du recrutement de demander des informations au moment du recrutement. Mais vous comprenez bien que c'est insuffisant parce qu'on peut se radicaliser à tout moment dans une carrière professionnelle. Ça vaut pour les transports, ça vaut aussi
pour les établissements scolaires, ça vaut pour les établissements recevant du public type hôpitaux. Souvenez-vous que l'imam radicalisé des Buttes-Chaumont était à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Enfin, vous vous rendez compte, on a besoin d'avoir des outils beaucoup plus fermes vis-à-vis de ces personnes pour les écarter des fonctions stratégiques. Est-ce que vous estimez que le président de la République sous-estime la gravité de la menace quand il parle par exemple de traitement au cas par cas pour le retour des djihadistes ? Sur le retour des djihadistes, moi personnellement, je pense qu'il faut faire preuve d'aucune naïveté. Je pense que quand on a porté les armes aux côtés de l'État islamique, on n'a pas porté les armes uniquement contre le gouvernement syrien. On a porté les armes contre la civilisation. On a porté les armes contre son propre pays. Et donc, pour moi, il n'y a pas de rapatriement possible pour tous ceux qui ont porté les armes aux côtés de l'État islamique. Alors, sur les femmes, là aussi, pardon, je ne serai pas naïve, parce que je ne peux pas revendiquer l'égalité femmes-hommes et ne pas penser qu'il peut y avoir aussi des femmes terroristes. Il y en a eu, on le sait. Donc la question, c'est de savoir si ces femmes étaient des victimes et elles ont été maltraitées, elles ont été abusées, elles ont été enfermées, elles étaient esclaves de Daesh, ou si ces femmes étaient des combattantes. Et pour les combattantes et des complices. Et dans ces cas-là, évidemment, il faut être absolument ferme aussi avec elles. Et les enfants ? Et sur les enfants, les enfants, c'est notre devoir de les rapatrier. Ils sont français, mais ça va être un défi énorme. Dans son livre, Bernard Cazeneuve parle de bombes à retardement. Oui. C'est un défi énorme. C'est un défi énorme. Il faudra qu'on travaille en lien avec leurs familles, si elles en ont encore sur le sol français, et avec l'aide sociale à l'enfance. C'est un sujet éducatif épouvantable, mais en même temps, c'est notre responsabilité en tant qu'être humain de récupérer ces enfants. Au passage, Valérie Pécresse, une réflexion. Si la droite sénatoriale, à l'époque, n'avait pas fait barrage à la déchéance de nationalité, peut-être que l'État français n'aurait pas géré ce problème du retour aujourd'hui. Alors, sur la déchéance de nationalité, moi, soyons très clairs. J'étais contre une déchéance de nationalité à deux vitesses. Oui, mais les députés Attendez, où on aurait distingué un combattant de l'État islamique né en France, français de souche, mononational, comme on dit, et un combattant de l'État islamique binational. Oui. Je suis désolée, il n'y a pas deux types de Français. Il y a des Français, et puis c'est tout. Et il y a des combattants de l'État islamique, et puis c'est tout. Donc moi, je le dis très clairement, la déchéance de nationalité, pour moi, elle doit être prononcée pour tous les combattants de l'État islamique. Je sais que ça pose des problèmes, notamment parce que ça va créer des apatrides, mais je crois que là, en l'occurrence, la sanction, elle est justifiée et elle n'est pas arbitraire au sens de la Charte des droits de l'homme de l'ONU. Vous étiez donc en désaccord avec vos collègues sénateurs de droite qui, à l'époque, s'étaient opposés au nom de ce principe qui voulait empêcher la création d'apatrides. C'était pas nos collègues sénateurs, c'était le gouvernement de François Hollande qui souhaitait faire 2 poids 2 mesures, avec d'un côté les binationaux qui auraient pu être déchus parce qu'ils avaient combattu avec l'État islamique, et de l'autre côté les Français avec mononationaux qui, eux, n'auraient pas été déchus. Ça, c'est inacceptable. Et c'est inacceptable vis-à-vis des binationaux. Parce qu'on a les origines qu'on a, on a l'histoire familiale qu'on a. Le sujet, c'est son comportement à soi, et c'est sa responsabilité individuelle. Valérie Pécresse, présidente LR de la région Île-de-France, est notre invitée ce matin au Grand Rendez-vous. On marque une deuxième pause et on se retrouve tout de suite. Le Grand Rendez-vous, troisième et dernière partie. Notre invitée ce matin est la présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Laurence Ferrari, c'est à vous. Alors, Madame Pécresse, vous avez dit que sur les violences faites aux femmes, la région Île-de-France allait lancer une campagne de prévention tournée vers la jeunesse. En quoi est-ce que ça va consister ? Et puis, autre question, elle est liée à cela, sur l'affaire Tariq Ramadan, et donc les accusations de viol qui pèsent sur lui. Est-ce que vous estimez qu'il y a une complaisance intellectuelle coupable ? De sujets bien différents. Sur la question des violences faites aux femmes, qui est notre grande cause régionale depuis un an, il y a un sujet sur la dénonciation. Et là-dessus, on est très moteur. On a créé un numéro spécial harcèlement dans les transports. On veut que les femmes dénoncent les violences dont elles sont l'objet. Mais il y a aussi un sujet d'éducation. Et il ne faut pas se leurrer. Tout commence aujourd'hui à l'adolescence, avec malheureusement une dégradation de l'image de la femme dans les relations amoureuses, dans les relations de couple adolescents. Et c'est pour ça que nous lançons dès lundi une grande campagne de communication avec un certain nombre de grands médias, les réseaux sociaux. C'est tu m'aimes, tu me respectes. Quand c'est oui, quand c'est non, c'est pas oui.
Avec Voilà. des vidéos, Valérie Pécresse, c'est ça? À l'attention des jeunes, justement? C'est vraiment ciblé sur le public adolescent. C'est la relation amoureuse adolescente, la première relation amoureuse. On n'accepte pas de se laisser rabaisser dans cette première relation amoureuse. Et on est, voilà, c'est un peu le ton corps t'appartient, mais version 21e siècle. Et c'est très important parce qu'on le voit avec la pornographie, avec les réseaux sociaux, avec le cybersexisme. On voit rejaillir des formes de harcèlement des jeunes. Et c'est à cet âge-là que la question des relations équilibrées entre les hommes et les femmes se joue. Sur Tariq Ramadan. Alors sur Tariq Ramadan, écoutez, il y a une présomption d'innocence. Il est accusé, j'attends que la justice se prononce. Néanmoins, la Complaisance personnalité de intellectuelle. Tariq Ramadan, avant même ces accusations ne faisait pas de doute. C'est quand même quelqu'un qui était pour le moratoire sur la lapidation des femmes adultères. Donc le sujet, c'est que effectivement, il y a eu une forme de complaisance vis-à-vis de Tariq Ramadan. Moi, je l'ai vécu personnellement, puisque entre les deux tours des régionales en Ile-de-France, mes adversaires, notamment toute l'équipe de Claude Barthelone, avaient invité Tariq Ramadan en Seine-Saint-Denis pour un meeting de mobilisation d'un certain nombre d'électeurs. Donc, oui. Bon, ça ne leur avait pas porté bonheur à l'époque. Mais simplement, moi je tiens à le dire parce que j'entends par exemple Manuel Valls aujourd'hui nous dire, accuser très violemment de complaisance une partie de la gauche, qu'il appelle islamo-gauchistes. Mais à l'époque, M. Valls avait été bien silencieux pour condamner cette réunion en Seine-Saint-Denis qui pouvait permettre peut-être d'aller gagner quelques voix. Donc il faut aussi que la gauche balaye devant sa porte et qu'elle ne fasse pas preuve de cynisme électoral. Gageons que c'était les pratiques de l'ancien monde, peut-être, Valérie Pécresse, et que désormais... Oui, vous savez, elles malheureusement, les évolué. réflexes de l'ancien monde on la vie dure. Nicolas Barré. Valérie Pécresse, cette semaine, un homme qui était accusé du viol d'une fillette de 11 ans a été acquitté. Le parquet réclamait 8 ans de prison. Est-ce qu'il faut changer la loi pour éviter ce genre de décision? Moi, je vous le dis tout de suite, mais c'est une réaction de mère, mais cette décision me donne envie de vomir. Et je ne critique pas la justice de mon pays, mais on ne peut pas parler de consentement pour une jeune fille de 11 ans, une petite fille de 11 ans. Un âge limite. Mais d'abord, le sujet, je pense quand même qu'il s'agit aussi d'une question de justice plus que de loi. Je crois qu'il y a du bon sens aussi à avoir derrière. C'est évidemment pas la même chose si c'est un couple d'adolescents de 16 ans ou si c'est un homme de 26 ans, comme c'est je crois le cas, qui s'attaque à une gamine. 30 ans, ou 33. Enfin, je veux dire, voilà, l'âge du consentement dépend aussi de la situation, de la relation. Mais de toutes les façons, il est clair qu'à 11 ans, on ne peut pas consentir à des relations sexuelles avec un homme de 33 ans. Mais à quel âge sur la loi, parce que nos voisins européens ont une loi avec un âge minimum du consentement sexuel fixé 14, 15, 16 en fonction des pays. Mais pourquoi moi, pas... de toute façon, s'il y avait une loi qui fixait un âge, je la voterais de toutes les façons. Mais il faut quand même aussi, dans ces cas-là, faire aussi preuve de bon sens. Et il faut voir toutes les situations. Parce qu'il y a aussi le problème de consentement de personnes handicapées mentales qui parfois aussi sont l'objet d'agressions. Enfin, je veux dire, la question du consentement, elle doit se regarder avec, franchement, l'intelligence humaine des situations. Une question maintenant à l'ancienne ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche que vous êtes. D'abord, vous avez compris la réforme du gouvernement actuel il y a la sélection, mais on n'a pas le droit de dire le mot. Je vais vous dire, c'est un peu comme sur la réforme de la formation professionnelle. L'intention est bonne. Il s'agit de plus faire du tirage au sort à l'université. Le tirage au sort, c'est l'absurdité ultime. C'est-à-dire l'anti-méritocratie. Moi, je veux faire vivre la méritocratie. Je veux qu'un enfant qui a un adolescent qui a plus travaillé à l'école, qui a eu des meilleures notes au bac, qu'il soit prioritaire dans les filières qu'il a choisies. Ça me paraît. Là encore, on marche sur la tête. On oublie le bon sens. C'est ce qu'ils font, mais sans le dire. Alors, ou pas. Là, aujourd'hui, ce que dit le gouvernement, c'est pas... Mais je ne leur jetterai pas la pierre. Nous n'avons pas nous-mêmes mis en place la sélection à l'entrée de l'université. C'est un regret que vous nourrissez ? Je pense que si on avait pu faire une deuxième loi de réforme de l'université en 2011, pour laquelle j'avais plaidé à l'époque, on aurait pu avancer sur cette piste de ce que j'appelle l'orientation sélective. L'orientation sélective, c'est quoi ? C'est de dire un bachelier, il a passé l'examen qui lui donne le droit
de faire des études supérieures, ça s'appelle le bac. Donc un bachelier a le droit de faire des études supérieures. Maintenant, pas n'importe lesquelles. Et moi, je suis très favorable aux prérequis, ce qu'on appelait les prérequis. Le gouvernement n'a pas osé aller jusque-là. C'est quoi les prérequis ? C'est de dire, par exemple, en médecine, il faut au minimum un bac scientifique et au minimum une certaine note au bac. Parce qu'on sait que les jeunes vont échouer. Ça coûte des sommes astronomiques aux contribuables, et puis surtout, ça coûte humainement aux parents, aux enfants. Vous commencez votre vie sur un échec. Alors que si ces jeunes-là, on leur avait dit, vous n'avez pas le niveau pour rentrer en première année de médecine, mais allez faire des études de sciences. Et quand vous aurez un master de sciences, quand vous aurez rattrapé votre retard, eh bien vous pourrez rentrer par passerelle en deuxième année de médecine. C'est un peu l'idée de la réforme du gouvernement. Alors, c'est un peu l'idée, vous avez raison, c'est un peu l'idée, c'est la culture du en même temps. Et qu'est-ce qui manque alors ? Il manque. Alors, à ce stade, pour que ça marche, ils vont faire une analyse de dossier. Ils vont faire une analyse du dossier des élèves. Pour que ça marche, il va falloir donner énormément de moyens aux universités. Parce que ça veut dire qu'on a transféré sur les universités la charge de faire la sélection. La vérité, c'est qu'on aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus simple avec un examen qui s'appelle le baccalauréat, dans lequel il y a des notes. Donc il suffirait de redonner de la valeur aux notes du baccalauréat et de juger les élèves à la fois sur leurs notes de terminale et sur leurs notes de baccalauréat. Ce serait plus simple. Maintenant, on a mis en place un système beaucoup plus lourd, un peu usine à gaz, et le vrai sujet, c'est qu'il va falloir donner beaucoup de moyens aux universités pour qu'elles puissent le mettre en œuvre. Toujours Laurence en matière Ferrari. d'éducation, est-ce que vous êtes favorable à l'écriture inclusive ? 314 professeurs s'engagent à ne plus faire apprendre la règle selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Vous êtes pour l'égalité homme-femme. Faut-il sanctionner ces professeurs ? Mais je crois que ça part d'une complète fausse analyse. Pardon, mais aujourd'hui, on dit une victime. C'est un usage, c'est la langue française. La victime peut être un homme. On dit, je comprends pas bien. On dit une souris, mais la souris peut être un mâle ou une femelle. Vous voyez. Donc je pense qu'il y a une langue française qui s'applique, et je ne suis pas sûre que de la complexifier, parce que ça va la complexifier épouvantablement. J'ai essayé de regarder, de lire des choses en écriture inclusive. Ça bafoue toutes les règles de la grammaire. Pardon. Je vais dire quelque chose d'épouvantable. Allez-y. Si déjà on apprenait l'orthographe à nos jeunes, et si on leur permettait d'écrire le français correctement sans faire de fautes, ce serait déjà un bel Et on pourrait se objectif, poser vous la croyez question de pas ? l'écriture Donc, inclusive à ce moment-là. Non, Même pas. je pense que l'écriture inclusive va participer au bordel ambiant, c'est-à-dire à la complexification encore des Emmanuel règles Macron nous orthographiques entend. et de grammaire. Excusez-moi de vous dire que la première des choses qui choque quelqu'un de ma génération, j'assume mon âge, c'est quand il recrute un jeune, c'est son incapacité à écrire sans faire de fautes d'orthographe. Et c'est socialement très discriminant. Et donc c'est une barrière sociale énorme, l'orthographe. Donc moi, je serais pour l'apprentissage de l'orthographe. Et qu'on soit intransigeant, et qu'on y mette énormément de moyens. Je sais que le ministre Jean-Michel Blanquer est tout à fait sur cette ligne, qu'il y mette les moyens, et qu'on apprenne l'orthographe aux enfants, et qu'on ne commence pas encore à tout complexifier. Faites attention, Valérie Pécresse, le dernier qui a utilisé le mot bordel a eu des problèmes, et justement, parlons de lui. Parlons un petit peu de lui. Oui, le général de Gaulle avait parlé de Chianli. C'était peut-être plus Donc élégant. ça vous avait pas choqué ? Alain Juppé a déclaré dans Sud-Ouest qu'il était favorable à la construction d'un grand mouvement central avec Emmanuel Macron dans l'optique des élections européennes. Qu'est-ce que vous en dites ? D'abord, je suis pro-européenne. Je suis totalement pro-européenne. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour la France en dehors de l'Europe. Mais je pense qu'il faut être eurolucide. L'Europe ne marche pas si bien que ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à la région, nous avons fait voter une clause Molière, totalement légale, je tiens à le dire, qui est inscrite dans nos marchés et qui permet de protéger les salariés détachés qui ne parlent pas le français en leur mettant un interprète. Ça renchérit le coût du travail détaché et ça permet de lutter contre le dumping social de ce travail détaché. Vous ne répondez pas du tout à la question, je m'en suis rendu compte. Je suis européenne, mais eurolucide. Des listes communes. Oui, mais attendez, je suis européenne, mais eurolucide. Je suis une européenne de droite. Des pro-européens, il y en a toujours eu à gauche et à droite. François Mitterrand était pro-européen. Je n'ai jamais voté pour les listes socialistes aux européennes. Pour moi, Emmanuel Macron n'est pas un objet politique non identifié. Alors. Pour moi, Emmanuel Macron, c'est un descendant de Dominique Strauss-Kahn en ligne directe, c'est un blairiste, c'est un social-libéral européen. Mais moi, ce que je veux, c'est construire une droite européenne qui aura ses listes et qui siégera
Bon. dans le parti de droite européen, le PPE. Donc vous dites Moi, non à j'aimerais- Alain Juppé. Mauvaise Mais non, idée mais c'est d'Alain pas ça, Juppé. c'est pas Allez-y, ça, c'est Laurence. pas ça, mais c'est pas comme ça que ça marche. Non, mais attendez, le Parlement Ou européen, Nicolas. pardon, mais Monsieur Doucan, Une dernière. le Parlement européen ne marche pas comme ça. Le Parlement Bien sûr. européen, il y a 2 partis européens dans le Parlement européen. Le PPE de droite, le D'accord. PSE PSE. de gauche, où vont siéger les listes Ah ouais. ni droite ni gauche. En un On mot- va pas siéger tout seul. Allez, Donc il faut qu'on se détermine toute par dernière, rapport au Laurence, vraiment. fonctionnement de l'Europe. En un Allez-y, mot, Laurence. sur Mais Alain je serai Juppé, très vigilante, toujours. pardon, non mais quand même je finis, en disant je serai très vigilante sur la ligne de ma famille politique sur D'accord. l'Europe. Alain Parce Juppé- qu'il faut qu'on soit pro-européen et Alain pas qu'on Juppé- fasse la course avec le Front National Allez-y, on a Alain sur le Juppé dit aussi populisme anti-européen, son Madame Ferrari. admiration d'Emmanuel Macron, un président qui mouille la chemise en diplomatie. Vous lui accordez un satisfecit là-dessus, sur son action à l'international, rapidement? Ah, moi, je suis dans une opposition juste. Je n'aurais pas une critique d'Emmanuel Macron qui serait injustifiée. Oui, il incarne la fonction au niveau international. Il faut lui reconnaître cela, même si vous avez vu que par ailleurs, je le trouve trop jacobin, je le trouve trop technocratique, ou je le trouve parfois angélique sur les sujets de sécurité. Bien, merci Valérie Pécresse. On aura remarqué que vous avez une tendance plus facile à taper sur Laurent Wauquiez que sur Emmanuel Macron. C'est Peut-être faux. que c'est ce qu'on retiendra de cette Attendez, émission. c'est inexact, pardon, excusez-moi, angélique sur les questions de sécurité, jacobin et C'est vrai. technocratique, ça fait déjà beaucoup. C'est vrai, ça fait déjà pas mal. Alors, nous vous remercions d'avoir été... Et j'ai dit que je ne votre- voterai pas pour lui aux européennes. Ça vous a pas échappé. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vous avez dit tout cela. Bon, bah c'est bon, vous êtes de droite. Vous êtes toujours de droite. aimeriez bien. Vous êtes toujours de aimeriez droite. bien. S'il vous plaît. Vous êtes donc toujours de droite. On aura appris quelque chose ce matin. Merci à vous. Merci, merci Nicolas. Merci Laurence. Et merci à tous nos auditeurs à qui je dis rendez-vous, même heure, même endroit dimanche prochain. Un ancien collègue à vous sera notre invité, un ancien collègue LR, aujourd'hui devenu ministre de l'économie, Bruno Le Maire.